Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans notre émission Patrimoine. Il fait bien frais ce soir et nous sommes en hauteur. On s'est déplacé pour vous toute l'émission, donc Patrimoine, Ami Louli et moi-même. Nous sommes à Miliana, donc Wilaya de Ain Flam, et nous sommes vraiment au cœur de la ville de Miliana. On surplombe carrément tous les acars et une bonne partie. Avec nous, monsieur Mohamed Langerit, qui est parmi nous, qui est un passionné de sa ville. Il a écrit donc plusieurs livres en l'honneur de la ville, que ce soit dans le football ou alors dans l'histoire de Miliana. Il fait bien frais ce soir et c'est un honneur d'être là avec monsieur Mohamed Langerit. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame, tout l'honneur est pour moi. Bienvenue à Miliana. Alors, où nous sommes? Vous nous avez ramenés dans une sorte d'immense place face à la montagne. Nous sommes où exactement, monsieur Langerit? Alors, nous sommes sur une place mythique qui porte le nom d'un prestigieux shahid qui n'est autre que Ali Ammar, appelé communément aussi Ali Lapointe. Oui. Et dans sa jeunesse, dans son adolescence, il est méditant avant d'immigrer sur Alger. C'est vrai que c'est un fils de Miliana. Oui, il est né. Si on aura le temps, on verra d'un peu loin sa demeure dans le quartier de Anassar. Donc il est méditant dans sa jeunesse, venir un peu faire le fou ici. Et vous voyez cette petite muraille là qui est l'une des plus anciennes de la ville. Il l'arpentait à vélo, alors qu'à certains moments, la hauteur est quand même respectable. C'est un précipice là, on va descendre juste là pour voir. Là, nous allons voir les vergers des quartiers Ain el-Berqoq et Zougala. Et ces vergers-là, c'est un peu, c'est l'abqariya comme on dit en langue de chez nous. Oui. C'était nos jardins suspendus à nous, nos jardins de Babylone, nos jardins de Miliana. Mais quand même, c'est un précipice. Oui, ces banquettes dévalent quand même harmonieusement toute la pente et c'était les vergers de l'Algérie, des trésors de fruits et de légumes sont sortis de là. Vous savez, en sortant d'Alger, en nous baladant en montant ici donc les montagnes, parce que on est en hauteur, à combien d'altitude? Là où nous sommes à 732 exactement. 732 mètres d'altitude, oui. Et donc nous sommes pratiquement là, nous avons une vallée juste en bas, donc oui, là nous surplombons quand même toute la vallée de Miliana. Nous avons devant nous les deux quartiers prestigieux qui sont Ain el-Berqoq et Zougala plus loin, et au fond nous voyons la ville de Khmis Miliana. Alors, vous disiez tout à l'heure, monsieur Langerit, que quand il fait beau, quand il fait en été, par exemple, on arrive à voir d'ici presque Tissemsilt, Tiaret. Alors, Tissemsilt et Tiaret sont derrière la chaîne de montagne de l'Ouarsenis. Oui. Mais nous pouvons aisément voir la chaîne de l'Ouarsenis. Elle est pratiquement à 200 km à vol d'oiseau. Très bien. Et là, vous avez dit le village prestigieux. Est-ce que c'est de là que sont sorties aussi des personnalités de Miliana, de grandes familles? De tout temps, c'était un foyer de contestation, un foyer d'érudits. On verra plus tard comment s'est composée cette population milyanaise qui est très riche. Et de là sont sortis des gens prestigieux, comme aussi bien qui ont joué un tour aussi bien dans le domaine culturel que pendant la guerre de Révolution ou bien avant. Voilà. Très bien. Alors, ce quartier, c'est là où donc il y avait des rencontres déjà à l'époque coloniale où les gens venaient prendre l'air. Oui, c'est le côté le plus éloigné au niveau de la ville côté sud. Mm-hmm. Les Français ont appelé ça un belvédère et péjorativement ils l'ont appelé pointe des blagueurs, parce que dit-on lors des grandes chaleurs en fin de journée les familles venaient aisément ici deviser, regarder, admirer le paysage. Et cette place-là, après l'indépendance, bien avant, il y avait des sauteries, il y avait des balles, mais après l'indépendance, cette place-là, si elle pouvait résonner encore des chants de Fadilat Ziria, de Al-Hajj Mohamed Al-Anqa et Outoulouilat, etc. Lors des fameuses fêtes et de la fête des cerises, c'est ici que se déroulait la dernière soirée qui était réservée spécialement aux gens de la ville. Les deux premières étaient pour les Algérois qui venaient nombreux. Et ensuite, en fin de périple, quand ils repartaient chez eux, la dernière soirée était réservée. Alors là, et je vais vous donner une petite information.
la scène était pratiquement installée. Jusqu'à là, il y a le kiosque. Voilà. Oui. Et la dernière apparition de Sid Ali Fernandel, Allah yarhamou, s'est déroulée sur la scène ici de la fête des cerises. Juste ici, donc vraiment. Ils sont vraiment Ali Houet. Il est de quelle région? Il est d'Alger. Enfin, oui, il est kabyle. Voilà, Il est kabyle, exactement. oui, la Kabylie. Alors, nous voyons devant nous la statue de Ali Ammar. Oui, on va se marcher un Oui, peu, oui. on va marcher comme ça. C'est agréable de marcher, de se balader, de discuter avec vous, monsieur Lanjaret. Alors, Oui. en face de nous, il y a bon, maintenant c'est une brigade de gendarmerie, mais c'est l'ancienne Djenina turque, D'accord. ici juste à notre droite. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut dire cette Djenina, ça veut dire. Ça a été reconverti en 62 en messe des officiers. C'était le jardin pendant l'époque ottomane. D'accord. C'était le jardin de la nomenclature ottomane, si je puis dire ainsi. Nous avons devant nous l'hôpital qui est l'un des plus vieux de la ville, puisqu'il a été construit en 1930 très exactement. Dommage. On ne peut pas voir sa structure d'où nous sommes, mais vu d'avion, il ressemble à un H. D'accord. Vous ne me demandez pas pourquoi? Hôpital? Oui. Non. Eh ben, d'après les conventions, je ne sais pas de quelle convention, tous les établissements unitaires devaient être construits en H pour ne pas subir de bombardement en cas de conflit armé. D'accord. Et les écoles, c'était en U. Oui, Et les établissements sanitaires en H. d'accord. Donc, et puis là, donc, c'est riche en verdure, hein, c'est vraiment verdoyant, et en plantes. Encore que nous subissons les méfaits du tremblement de terre de 1980 qui a fait dérouter toutes les sources. Oui. C'est ce qui explique un peu l'endroit un peu désertique. Oui. Et les platanes sont très présents, l'arbre, le platane est Oui. présent. Ben, ceux-ci ont été construits, ont été plantés, dit-on, dès 1843 par Saint-Arnaud. Ils sont, dit-on, de variété australienne. Oui. Donc ils sont centenaires quand même. Très bien. Alors, et puis l'architecture est assez particulière, c'est-à-dire que il y a très peu de maisons, de villas, mais c'est plutôt des maisons à niveau, hein, monsieur Lanjaret? Les villas sont dans un autre quartier qu'on appelle chez nous la Cité Nord. Là, c'est vraiment le quartier résidentiel de la ville. Donc on peut faire un tour en voiture, Oui, bien comme sûr. ça on visite ensemble, Oui, bien sûr. comme il pleut très fort. Bien sûr. Donc on va se mettre dans la voiture et on continue notre discussion avec vous, monsieur Lanjaret. En effet. Et le temps d'une chanson, hein, Ah ben avec oui, bien sûr. voilà. Qu'est-ce que vous voulez écouter, monsieur Lanjaret? Je dirais pas non pour une belle chanson de Chabi, par exemple. Hein. Voilà, c'est notre ami Louli qui choisira, hein, une chanson pour vous. À tout de suite, à tout de suite. الحمام اللي ربيته مشى عليا ما بقى لي نسمع صوته صار بعد مني ما دار لي مزيه بعد ما كان صديقي يحوم على قيامي كلها نكوي في حياته ميات كيا كل شي تمجرد تحقيق في كلام الحمام اللي ربيته مشى عليا ما بقى لي نسمع صوته في الظلام ما بقى لي في الدنيا ما ندير امل بعد الحمام اللي ربيته مشى عليه واحد الايام سكنت مويضه في الحال واخر يبكي وينوح ندم في الدنيا
لا رجال لا قوة لا كسبتو قوي الصبر للمولى على يا كريم العمري تزدلي النية غبت يا سامعين ليا كل شي تنجر تحقيق في كلامي الحمام اللي والدته مشى عليا ما بقى لي نسمع صوته في وصالي لون عيد مؤمن عمر ألف تال لون عيد مؤمن عمر ألف تال لون عيد مؤمن العالمين يبكيو لون عيد مؤمن البحر يصير ظلال لون عيد مؤمن الجبال بصوت يروي لون عيد مؤمن لون عيد همومي لك من يدوي لون عيد همومي الحجر يرد الجوال لون عيد همومي الجبل بصوت يروي كل يوم عيوني بدموع حاقوي في النهار وفي الليل حرب لي منامي الورام قرني بعصاك وقوي لا حكيم جبرتو يعزم دواسقان الحمام اللي والف ومشى عليا ما بقى لي نسمع صوته في رصادي يا حبابي خودوا هاد الكلام تردي لا تخلطوش في الدنيا من يكون خادع كل عشرة بحبيبك خودها بتجري لا تدير الشركة مع اللي يكون خادع الراجل من عند الكريم تولي في البدن والدرية عبد ما يبني سبق في حكامه ربي على المخفية في العفو نسألو برسولنا الثاني مع أصحابه والغار يدير لي مزية بالملاك سألتو شعشع بيض الله احنا اللي والفتو مشى علينا ما بقى لي نسمع صوته في بصار يا المولى يا خالقي بجاه الرسل توب واغفر ذنبي يا خالق العوانم انت التواب وانت الغفور يا المتعال انت الرزاق وانت الفتاح يا العالم اسمي ميمين وحا وخلاص هو بلال المكني الحلول لما مسل الجحيد مالو قدرو ما يلوم زيا وين يظهر عموم مسكين بعرض طامي السلام الهيب والمشيخ كل غاية والشرف البيت بيهم على علامي طعت شيخي ظاهر تفريق الشمالية المرحوم الناظر هو سبب فمي الحمام اللي والد ومشى عليا ما بقى لي نسمع صوته في رصادي صار هارب عني ما دار لي مزية بعد ما كان سنين على كلامي كل هام في حياته ميت جيت نجرب تحقيق في كلامي الحمام
اللي والفته مشى عليا ما بقى لي نسمع صوته في رصامي. Alors voilà, après avoir écouté le Hadj Mohamed, le regretté Hadj Mohamed Al-Anqa, le cardinal de la chanson Chabi, donc le Hamam li walftou Mchaliya, une très belle chanson que l'on vous offre à vous tous, amis auditeurs et surtout à Monsieur Langerit, un passionné de Hadj Mohamed Al-Anqa, il était présent, et il venait à Miliana. Oui, il venait souvent, et il restait quand même 10 ans dans les années 40, les années 35-40, il restait ici quand même pendant plus de 15-20 jours. Sans doute pour s'inspirer ou pour composer, je ne sais pas. Bon, il faut dire aussi que les lieux qu'il fréquentait étaient enchanteurs. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'est pas du tout la vue qu'offrait la ville. Toutes les maisonnettes que nous avons vues au-delà du mur d'enceinte de la ville étaient camouflées par la verdure. Donc c'était un endroit enchanteur, ce qui a dû finalement peut-être l'ensorceler un peu quelque part et l'inspirer peut-être, qui sait. Oui. Alors, Monsieur Langerit, vous avez écrit aussi un livre sur Miliana, histoire, tradition, coutume. Vous êtes passionné par votre ville. Le pourquoi de cet engouement? Est-ce que vous trouvez qu'on ne parle pas assez de Miliana? Vous savez, en toute modestie, je ne suis pas écrivain. J'ai recueilli au-delà de mes pérégrinations, un peu au-delà de l'écoute de pas mal de vieux et de vieilles. Il fallait quand même noter certaines choses qui n'existaient pas ailleurs et ça m'a donné un peu. C'est cette envie-là qui m'a donné. Qui m'a un peu obligé de mettre sur papier toutes ces belles choses que j'avais entendues ou que l'on m'a relatées. C'est une ville qui est quand même plusieurs fois millénaire, ne l'oublions pas. On verra plus tard, de par la composition des habitants de cette ville, elle est d'une diversité extraordinaire. Chacun a ramené un peu de sa région, un peu de sa... N'oubliez pas, c'est une ville d'abord qui est berbère d'abord. Oui. Ensuite, les Arabes sont venus. Après les Arabes, il y a eu 3 minorités aussi qui sont venues s'installer. Ces 3 minorités, c'était les Koulouglis, qui eux, c'était comme une espèce de noblesse d'épée. C'était une classe quand même privilégiée. Avec les Koulouglis, nous avons eu des Andalous, qui, comme chacun le sait, chassaient d'Espagne, ils se sont installés un peu partout. Ceux de Miliana ont été installés suivant les conseils de leur protecteur, Sid Ahmed El-Kbir de Blida, qui leur a conseillé de s'installer. Donc c'était des artisans et des jardiniers quand même avec une compétence assez reconnue. Et la 3e minorité, c'était les Ouaouas de Grande Kabylie, qui se sont installés ici dès 1760-1770, à la suite d'un conflit, dit-on, un conflit qui a eu lieu en Grande Kabylie au sujet de l'ex-hérédation. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. 1760-70, on leur a imposé un règlement qui disait que la femme kabyle ne pouvait plus hériter l'égal de l'homme. Oui. Bon, c'est une longue histoire à raconter, il faut que les historiens nous éclairent un peu sur ça. Oui. Paraît-il, c'est à la suite d'un mariage d'une Kabyle avec un Ottoman qui avait quitté la Kabylie. 10 ans plus tard, elle est revenue. Bon, il ne fallait pas donner tous ses biens, etc. etc. Donc, ces Ouaouas sont venus par famille entière et ils se sont distingués par leur érudition et surtout ils étaient d'une piété au-dessus de la moyenne. Donc, vous voyez toute cette diversité, ajoutant à cela, au début du 19e siècle, l'arrivée de travailleurs sétifiens et marocains qui étaient venus pour lancer de grands travaux tels que le barrage du Grib à une 30aine de kilomètres d'ici, le lancement des mines du Zakar et l'hôpital, etc. Donc vous voyez, toute cette diversité a fait que chacun a ramené quand même le meilleur de ce qu'il possédait dans ses us, dans ses traditions, dans ses coutumes. Et puis n'oublions pas
l'une des dernières arrivées, c'était en 1830, où on a eu de grandes familles, de grands responsables du culte musulmans qui sont venus s'installer à Miliana. Ils ne voulaient pas vivre sous la bannière du christianisme à Alger. Oui. Parmi eux, le grand mufti d'Alger, Sib el-Haffaf, il y a eu bien sûr d'autres familles, les Ben Siam qui ont laissé leur hauch de Bir Khadem pour s'installer, les Mzghanna, les Sahnoun, Voilà pourquoi il ne faut pas s'étonner si beaucoup de traditions, d'us, de coutumes de Miliana ressemblent étrangement à celles d'Alger. Oui. Oui, mais c'est-à-dire que Miliana, bon, il y a beaucoup de traditions qui ressemblent à celles d'Alger, mais il y a aussi le côté un peu plus, j'allais dire, proche de l'agriculture, de la ruralité également. C'est-à-dire, il y a aussi les gens de Miliana, propriétaires terriens, qui ont aussi leurs traditions. Oui, bien sûr. L'histoire telle qu'elle est nous enseigne que ces gens-là aussi ont apporté beaucoup de leur savoir et de leur pour créer au-delà des us, des traditions, des coutumes qui ressemblent à celles d'Alger, des spécificités milianaises. Bien sûr, en effet. Tout à fait, tout à fait. Et donc, les écoles, l'instruction, ici à Miliana, est-ce que il y a eu beaucoup de personnes? On me disait aussi qu'il y avait beaucoup par exemple, les lycées de Miliana, où il y a eu des imminentes personnalités qui sont sorties de ces établissements, et qu'il y avait des pères qui ramenaient leurs enfants à dos d'âne pour qu'ils soient enseignés, c'est-à-dire que c'était vraiment qu'il neige, qu'il pleuve, les parents étaient très très proches de leurs enfants et pour l'éducation et le savoir, ils étaient prêts à tout sacrifier. Je vais vous étonner peut-être en vous disant que, ça c'est les statisticiens qui le disent, en 1962, l'infrastructure scolaire de Miliana était la deuxième en Algérie après celle d'Alger. Ça c'est pas moi qui le dis. Et il est très facile de le vérifier dans la mesure où, dès 1930, il y avait plus de 8 écoles primaires à Miliana. Quand même, vous allez voir, c'est une petite ville. Hein. 8 écoles primaires. Oui, donc, 8 écoles primaires. Tous les enfants étaient pratiquement scolarisés. 8 écoles primaires. Bon, bien sûr, ségrégation raciale un peu oblige. Hein, il y avait des écoles d'indigènes, de français. Il y en avait quand même 8. Toujours au même moment, et bien avant, nous avons 2 lycées qui ont quand même démarré juste au début du 19e siècle, très exactement en 1909. Le lycée de jeunes filles et le lycée de garçons. En 1909, ce qui fait que, je vais vous dire, il y a des gens prestigieux qui sont venus ici. Alors, les énumérer, ce serait vraiment fastidieux, mais... Omar al-Siddiq, Ayat al-Hussein, pour ne pas parler des autochtones. Oui. 2 écoles primaires, il y avait un ouvroir pour jeunes filles, il y avait la seule école des mines d'Algérie. Donc, sans doute que la végétation, sans doute que le climat a fait que on a prédisposé cette ville un peu comme étant beaucoup plus un lieu de culture. Bon, je ne dirais pas un lieu d'agriculture parce que la physionomie de la ville étant en pente, on ne pouvait pas quand même parler d'agriculture au sens noble du terme. Oui. Ce n'est pas de grandes étendues. Vous voyez c'est escarpé. C'est normal, c'est assez escarpé. Donc c'était beaucoup plus au niveau des fruits, des agrumes, Monsieur Langerit, pour notre émission donc Patrimoine, qui s'intéresse aussi aux traditions et coutumes de chaque région, aux spécificités. On a eu une émission Patrimoine sur le Molo, où on a parlé aussi de l'Mannara, des traditions, des mets que l'on organise, que l'on prépare en famille, des chants aussi spécifiques de Miliana. Liées à que ce soit pour le Mouloud ou là pour d'autres circonstances. Donc Miliana a aussi ce côté très 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 raffiné, vraiment dans le raffinement, dans l'hospitalité. Il y a vraiment des spécificités que l'on retrouve que chez les gens de Miliana, même par rapport à Zenber.
Hein, donc Oui, c'est on ça, avait mon ce fruit. fameux fruit Zimba ou Nimba. Donc ça c'est une telle qui porte bien son nom. Hein. Donc c'est un fruit que l'on trouve que chez vous ici à Miliana ou dans d'autres endroits escarpés. Non, peut-être qu'il se trouve ailleurs, peut-être qu'il n'est pas aussi médiatisé, mais il faut reconnaître que c'est un fruit qui est extrêmement rare. Vous savez, ici à Miliana, notre calamité à nous, c'est le fameux tremblement de terre de Schleff en 1980 qui a fait fuir toutes les sources. Donc toutes les sources ont été déviées. Et Dieu sait s'il y en a, hein, s'il fallait les citer, elles sont plus d'une centaine. Donc ce qui a vraiment pénalisé tous les petits agriculteurs, tous les petits propriétaires terriens, et bien sûr l'âge aidant, les anciens partant l'un après l'autre, cette technicité n'a pas été communiquée aux nouveaux, et puis il faut dire aussi que les jeunes s'intéressent de moins en moins à ce métier qui est très noble, mais je le répète, ce qui a porté un rude coup quand même à la ville, c'est surtout la fuite de toutes les sources d'eau. Oui. Et donc les sources étaient bel et bien présentes. Vous disiez qu'il y avait pratiquement une centaine. Les énumérer, il y a plus d'une centaine, en effet. Là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En pleine ville, bon, c'est une ville qui a été construite pratiquement pour 2000-3000 habitants, intramuros. Hein. D'ailleurs, la muraille qui reste, muraille, oui. pour revenir à cette muraille, les historiens nous disent que c'est Hadrien, le fameux architecte romain qui avait construit la première muraille. Ensuite, elle a été à la rentrée des Arabes. Ils ont construit leur muraille sur les ruines des murailles romaines. Ensuite, les Ottomans, les Turcs, n'oubliez pas qu'ils sont quand même restés plus de 3 siècles en Algérie, ont construit encore leur muraille sur les ruines de la muraille arabe. Et c'est cette muraille que nous voyons maintenant, c'est celle qui a été construite dès 1842 par les Français. Très bien. Alors elle entoure la ville sur une longueur de 3 km. Le temps d'une pause musicale et on se retrouve juste après.
يشبه مليانة. نجيك مالي قدرة نجيك وانا نبغيك مولا مليانة. نجيك يا القبال الله قلبي يبغيك يشبه مليانة. نجيك مالي قدرة نجيك وانا نبغيك مولا مليانة. نجيك يا القبال الله. Voilà, juste après cette pause musicale, l'émission Patrimoine revient avec Monsieur Mohamed Langerit. Nous sommes à Miliana, une très jolie daïra, une ville ancestrale qui a toute une histoire et un passé très riche. Et nous, on se trouve pratiquement dans une sorte de balcon, on va dire, avec Monsieur Langerit. On surplombe encore la région, donc c'est assez verdoyant, montagneux. Escarpé, comme il le dit si bien, Monsieur Langerit. Et c'est une vue. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer, Monsieur Langerit? Alors, je vais vous montrer la manufacture de l'émir Abdelkader, la seule et l'unique. Oui. La seule et l'unique. Vous voyez cette bâtisse? Laquelle? Avec un mur qui délimite un peu, un mur blanc qui fait un petit tournant. Et cette bâtisse-là avec des fenêtres sur 3 étages. En pierre taillée? Voilà. Oui. Eh bien, il y a la manufacture de l'émir Abdelkader. Oui. Alors, pour les visiteurs qui souhaiteraient la visiter et qui viennent d'Elkhmis, voici la route d'Elkhmis. Et devant les petits trottoirs peints en rouge et blanc, ils peuvent accéder directement par le côté sud de cette manufacture. Très bien. Voilà. Pour ceux qui souhaiteraient la voir et qui se trouvent à Miliana, il y a un petit chemin muletier qui a été tracé par l'émir lui-même. Bon, maintenant il est goudronné, c'est modernité oblige, et qui donne accès à cette manufacture par le côté nord de cette bâtisse-là. Et c'était quoi l'objectif de cette manufacture? Qu'est-ce qu'on y faisait? Bon, cette manufacture, regardez d'abord son emplacement. Oui. Alors, regardez un peu le dénivellement du terrain, l'architecture du terrain. Il y avait, dans les temps ancestraux, une grande rivière là, qui descendait de la montagne Zakar, que nous voyons au nord. Cette quantité, cette masse d'eau passait juste à cet endroit-là, ce qui l'a incité à monter cette bâtisse pour créer une forge, créer des ateliers. Et avec la force motrice de l'eau, tous les instruments allaient être animés par avec un moulin à eau. Avec un genre de moulin à eau, justement. Et ce n'était pas une trouvaille pour lui, puisque déjà au temps des Romains, les Romains avaient signalé l'existence de couches de minerais de fer, etc. Donc, il a extrait ce minerai et il a fait appel à un minéralogiste français qui s'était converti à l'islam, le sieur Cazès, Alkier Cazès. Il l'a fait venir, il a profité de ses connaissances en ce qui concerne la métallurgie, et avec des autochtones, ils ont lancé cette manufacture d'armes qui avait commencé par des embouts de fusil, par des sabres, Et il avait promis à ce minéralogiste qu'il lui donnerait un lingot d'or
en contrepartie du premier lingot de fer qui sortira de cette bâtisse. Eh ben, Voilà, et cette promesse a été tenue et ils lui en ont offert comme il l'avait souhaité, un lingot d'or à ce minéralogiste français. et donc, les architectures, comme on voit, donc, elles se ressemblent quand même. Alors, elle a été refaite parce que depuis le temps, oui, c'est bien. elle a été refaite grâce aux efforts quand même du ministère de la Culture. Oui. Elle a été, qui a donné un bon coup de main et elle a Oui. été restaurée et elle sert maintenant de musée pour les enfants, pour les enfants, enfin de visite quand même pour des gens de passage à Miliana. Très bien. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que quelqu'un qui sort d'Oran pour aller à Alger devait obligatoirement passer par Miliana. Quelqu'un d'Alger ou des gens d'Alger qui devaient aller sur l'ouest du pays devaient obligatoirement passer sur Miliana. Donc, la route entre Miss Miliana et le fameux col Condé n'existait pas encore. Elle a été tracée bien après. On nous dit que c'est les aviateurs américains qui avaient pris des photos aériennes. Et bien après, en 1947, après la Deuxième Guerre mondiale, où on n'obligeait pas les gens de l'Ouest à venir jusqu'à Miliana. Oui. Et cette route-là a vu passer des contingents de toute l'armée américaine qui devait traverser tout le pays pour aller en Tunisie préparer le débarquement en Sicile. Moi, je voulais juste attirer votre attention sur un peu le tracé de cette route. Vous voyez les trois voitures qui montent. Oui. Regardez un peu. Oui. Alors, il y a quand même un petit dessin bizarre là, un petit slalom de ces voitures. Regardez un peu. Ça vous fait ressembler à quoi, ce petit dessin de la route qui serpente comme ça? Celui-ci. Vous voyez la bâtisse avec le toit rouge? Oui. Bon. Les voitures passent juste derrière, serpentent comme ça, passent devant cette maison et vont jusque là-bas. Hein. Vous voyez le petit tournant. Oui. Ah, ça vous fait sembler à quoi cet endroit-là est appelé communément le chapeau gendarme. D'accord. Par rapport aux bicornes de l'époque napoléonienne. La forme, voilà. Oui. Alors, oui, je vois. Quand on désigne quelqu'un qui habite dans les environs, on dit il habite du côté du chapeau gendarme. D'accord. Alors ça, c'est le quartier de Aïn el-Berqouq. Oui. Effectivement. Et Aïn el-Berqouq, est-ce qu'il y a beaucoup d'abricots ici, à Miliana? Oui. Vous savez, Nas Zman ne donnait jamais un nom à un lieu-dit pour rien. Il y a toujours... Il y a les cerises aussi. Oui. Bien sûr, la fête des cerises chez vous, c'était quelque chose d'extraordinaire. Bon, là, nous rentrons dans la nostalgie parce que finalement, ces cerises n'existent plus. Mais les jujubes, vous les avez toujours? Oui, bien sûr. Non, les cerises existent encore, mais pas en quantité. Vous savez qu'il y avait des milliers d'arbres, il y avait plus de 4500 arbres cerisiers. Et comme le cerisier est un arbre très délicat, et il ne pousse pas n'importe où. C'est pour ça que nous trouvons à Aïn el-Hammam, un peu à Tlemcen et à Médéa, et Miliana. C'est tout. C'est tout. Cet arbre est capricieux. Je ne sais pas pourquoi il a choisi, sans doute par amour pour ces endroits-là. Je ne sais pas. Voilà. Alors, nous avons aussi le centre-ville de Miliana, l'allée des Platanes. Oui. Hein, c'est une allée qui est très. Quand on symbolise Miliana, c'est cette allée des Platanes avec le clocher. Même les artistes tels que Zazak. On va en revenir à la prochaine émission de notre émission Patrimoine. Mais il y a toute cette richesse de cet endroit. On revient toujours sur cette allée des Platanes. C'était vraiment l'endroit principal. Vous avez aussi le beau jardin, le jardin botanique, qui ressemble à celui de Biskra. Ce jardin-là, jusqu'en 1962, c'était l'annexe du jardin d'essai. D'accord. Il y avait plus de 3000 espèces ici dans ce jardin. Et il est devenu là, je me rappelle dans les années... avant que la révolution n'atteigne la ville vraiment d'une manière violente, jusqu'en 56-57, chaque année, il y avait des stagiaires du jardin d'essai qui venaient avec leurs professeurs parfaire leurs connaissances ici. Donc ce jardin aussi a toute une histoire et a vu défiler des sommités de l'art, de la culture, etc.
Dernière ligne droite de notre émission Patrimoine. Alors le Zakar que nous avons en face, hein, le mont du Zakar, monsieur Lanjaret. Oui. Ce mont du Zakar culmine à 1530 mètres. Oui. Il est au-dessus de la ville, donc vous voyez que la ville est bâtie un peu, sur un piémont. Il y a du brouillard déjà, oui, hein, oui, le oui, brouillard oui, s'installe. Oui. Donc ce Zakar, le mot est un peu bizarre, il vient peut-être de l'appellation romaine de la ville, Zucabar. Peut-être qu'il y a une relation entre ces deux. Alors le Zakar, bien sûr, comme vous voyez, il est un peu malmené de part et d'autre. Ce sont les anciennes carrières de minerai de fer dont on extrait le minerai. Le minerai s'extrait bien en profondeur, hein, parce qu'il y avait plus d'une vingtaine de kilomètres de galeries sous cette montagne-là. Le Zakar, il fait partie de la chaîne du Dara, hein, Blida, l'Atlas blidéen, le Dara, et pour arriver au mont Chélif. Le mont Chélif qui, je pense, jouxte un peu les montagnes de Louarsenis. Tout à fait. Et donc, on parlait de ces quartiers, de ces vieux quartiers, de cette enfance, j'imagine, Monsieur Lanjaret, hein, une enfance, j'imagine, douloureuse par rapport à la guerre, mais aussi une enfance où vous avez vécu la guerre de libération. Oui, mais vous savez, comme toute guerre, celle-ci n'a pas été aisée pour tout le monde, hein, mais il faut dire que bien avant celle-ci, nous avons toujours vécu dans l'insouciance, dans un cadre magnifique, dans un climat aussi magnifique, ce qui ne pouvait quand même que nous booster pour mieux apprécier les choses, pour mieux les regarder. Et c'est ce qui explique peut-être aussi le nombre d'érudits dans cette ville. Nous allons revenir dans notre émission, deuxième partie d'émission. Monsieur Lanjaret, comment vous passiez l'été ici? Vous êtes donc... il y a d'autres activités, parce que bon, souvent, quand on pense à l'été, c'est la plage, c'est ceci, cela. Mais quand on est à Miliana, il y a la famille qui vient aussi d'ailleurs pour passer les vacances ici. Comment que ça se passait? Eh bien, je vais vous étonner. Bon, ça ne se fait plus maintenant, la règle, comme on dit, beaucoup de choses ont fait que ça change et c'est un bien pour un mal. Mais je vais vous étonner en vous disant que pendant l'été, énormément de familles algéroises venaient en villégiature à Miliana. De prime abord, une petite ville nichée au sommet de la montagne, les gens pourraient vous dire, mais qu'est-ce que je vais aller m'enfermer, moi, mourir un peu dans... Eh bien non, il y avait une activité culturelle, il y avait tout un foisonnement, il y avait... D'abord, le temps était très clément, ce qui incitait... C'est très bon, j'imagine. Bon, l'eau est d'une limpidité extraordinaire, donc ce qui incitait les gens à venir à Miliana. Il y avait de la verdure partout. Imaginez dormir à la Belle Étoile sous un citronnier ou sous un, je ne sais pas moi, le meskelil. Mais c'est... Hein, je ne vous dis pas, enfin, les soirées féminines avec la bokhala, et comme dans chaque maison pratiquement il y avait soit une petite dirbouka, soit un instrument de musique, les gens ne se lassaient pas. Maintenant, pour ce qui est des jeunes, il y avait 4 piscines à Miliana, mine de rien. Il y avait 4 piscines, on peut les nommer, sinon les gens vont un peu nous suspecter de dire des choses invraisemblables. Il y avait 4 piscines. La plus ancienne, on aura peut-être le temps d'aller la voir, c'est la piscine communale, l'ex-piscine Saint-Antoine. Il y avait la piscine des mines. Il y avait la piscine militaire, quand même. Et ce n'était pas rien. En plus, quand même, des petites retenues collinaires, chaque petit propriétaire terrien avait son petit bassin. Ce qui fait qu'il servait, on était aussi pour un peu contenter toute la marmaille et il y avait des orchestres de musique, soit de la musique andalouse, soit du chabi. Il y avait plus quand même de 14 sections sportives. On ne pouvait pas s'ennuyer l'été à Miliana. On ne pouvait pas s'ennuyer. Il y avait aussi les rencontres familiales, les mariages aussi. Avec la fête des cerises, avec les différentes soirées à thème, avec les mariages.
on ne pouvait pas du tout se considérer comme étant quand même reclus dans un endroit perdu. Non, loin de là. Et le ramadan, que ce soit le ramadan en été surtout, à Miliana, c'est quoi les spécificités du ramadan à Miliana? L'une des spécificités, c'était le fameux qui tonnait pour annoncer la fin du jeûne. Oui. On nous a dit que c'était d'abord une pratique ottomane, je crois, bien avant que les Français, pendant la colonisation, ne reprennent le concept. On a su plus tard pourquoi les Français faisaient tonner le canon pour annoncer la rupture du jeûne. C'était peut-être aussi pour nous dire d'une manière indirecte, vous écoutez, donc ne nous obligez pas à l'utiliser. Pour manifester leur présence, voilà. Peut-être. Donc c'était déjà quand même un moment très attendu par les petits et moins petits. Les gens vaquaient à leurs occupations pendant la journée, comme pas tout à l'heure. Mais par rapport aux variétés de fruits, de légumes, les ménagères ne tergiversaient pas pour trouver toute imagination pour les repas. Et les soirées, soit sortir ou passer ses soirées en famille, c'était quand même sublime, on avait le choix. Il faut vous dire que jusqu'aux années 70, les femmes pouvaient aller en banlieue le soir, soit pendant Ramadan ou la Sef, pouvaient aller rendre visite à de la famille. Alors, quand il y avait un mariage, aisément, vous pouviez voir. Cette pratique est restée encore de nos jours, un peu moindre, mais vous pouvez à minuit, 1h, 2h du matin, voir 3-4 femmes déambuler quand même toutes seules, sans être accompagnées, avec leurs bijoux, tous leurs apparats, ce qui quand même démontrait un mode de vie et une tranquillité au-dessus de la normale quand même. Non, c'est clair parce que les gens se connaissaient aussi. Il y a ça aussi qui est important. Tout le monde connaît tout le monde, donc on sait qui est la fille de qui, l'épouse de qui. Donc il y avait cette horma, comme on dit. Oui, bien sûr. De toute manière, les gens s'étonnaient, certains qui venaient d'ailleurs s'étonnaient que les Milanaises pouvaient aisément, je ne dis pas déambuler en ville, ce n'était pas leur... mais vaquer à leurs occupations et circuler en ville toutes seules, soit pour aller au bain ou pour rendre visite à qui que ce soit. Souvent, on pouvait peut-être reconnaître la femme de X ou de Y par rapport à la progéniture qui l'accompagnait. Mais comme tout était camouflé sous le haïk, les femmes n'étaient nullement dérangées dans leurs activités ou dans leurs déplacements. Et là, c'est ce qui maintenant n'est plus le cas. En tous les cas, merci beaucoup. Merci, M. Langeret, d'avoir été des noms de notre émission Patrimoine, tous les samedis, 21h, 22h. On se fait un plaisir d'être en votre compagnie. Merci à notre ami Garfi, qui nous accompagnait en voiture. Et puis, merci, bien sûr, à ami Louli. C'était Linda Tamdrari qui était en votre compagnie depuis Miliana. N'oubliez pas de réagir via Facebook, notre page Facebook Patrimoine. On se fera un plaisir de vous répondre. Je vous dis au revoir et à samedi prochain. مليانة بلادي نبغيك ونحبك وقليلة عليا المحبة راهي غير ليك هذا واجب ماهوش مزية من شافك تمتع بيك اذكر اسمك صباح وعشية سكر العلي واتيك وبركة حمد حمية الناس في التاريخ بطال زادوا الجزاير عظامة
ياك الامير وبن علال داروا في فرنسا قيامة براس العالم شحال ذكروا اسمو مع العلماء مالو كان فكرو قوال هو مؤسس لا سما في الروخي رمز مثال علم فكر وشامة ذاك صحيح رب الأجيال وقام مخرج فوامة علي لابوانت باطل بطال بد بشرف وكرامة بجار معروف من النذال ادعو خدعايا علامة الشهداء منهم شحال ماتوا ما طلبوا زعامة ربي يرحم دوك الرجال الفايزين بدار السلامة مليانة بلاد اللي نبغيك ونحبك وقليلة عليا المحبة راهي ليك هذا واجب ماهوش مزية من شافك تمتع بيك اذكر اسمك صباح وعشية اذكر العلي وديك وبركة حمد حمية نعوس ونجول ونقضي وقاتي بالراحة في الصرخ ويقول ونقول يا القصرى بالصراحة جنينة مليحة للمعلول شوى فيها وزيد الصلاحة قرقاح العالي مشغول الناس رزان ماشي طباحة بلا ناصر عقلي مخبول نلقى المياه بالطحطاحة وزقالة جناين وحفول استنشروا بالفلاحة واد الريحان تبقى مقبول الما فيها نطق في الصاحة والشرق نعرف ناس وفحول الحمامة نزا ومراحة بحب الملوك عزيز المأكول ربي يزين جنان الراحة وجعل ولاد بلادي أصول وزاد حماهم بالصلاحة سيد حمد بابو محلول وبالقاسم قبة وضاحة مليانة بلادي نبغيك ونحبك قليلة عليا المحبة راهي ليك هذا واجب ماهوش مزية من شافك تمتع بيك ذكر اسمك صباح وعشية ذكر العلي وديك وبركة حمد حمية مليانة بلادي عذرة هي تزهي وهي تسلي العيون فيها بكثرة واش نسمي واش نخبي عين السور زور نبرة عزيزتي ساكنة الحلالي تلو شيبة وعين الصفارة والعناصر شحال تشتلي عين من عاشور والشور الشارة ثم القصرى ياك تحلالي طارو عود وقيطارة سمت مسهر الليالي شبيبة دايرة دارة جماعة بسطاها قاعد الصغالي سنين ماشي أمارة ومساويين ما فيهم تالي في الحباب تمت السهرة شهر شعبان تنطق والي 1907 مرة ربي الله يصلح لي حالي ما
فيها وطلب بسطرة. هي كانت للأجيالي مليانة بلادي نبغيك ونحبك وقليل عليا الحبة راهي غير ليك. هذا واجب ماهوش شمسية نشافك تمتع بيك ترأسمك صباح وعشية سكر العلي واديك. راك تحمل تحمية تاريخ وانشرق الملوك والأمراء رومان وعرب ونصارى فين وفين وعمارة ونسوق تتشارك فيك الربح بلا خسارة. ربي يرزق ناس قدرة يفهموا بالإشارة ينصرهم ربي ينصرك ويحميهم للغدرة. قولوا معايا يا حضرة الله يسترنا من الحقارة حقرة الحقار مرة جرح قلبي ما يبرى. الله يسترنا من الكفرة نفوزوا بالجنة الخضراء. مليانة بلادي نبغيك ونحبك وقليل عليا المحبة راهي غير ليك. هذا واجب ماهوش مزية نشافك نمتع بيك ترأسمك صباح وعشية سكر العلي واديك. راك تحمل